Montagne DZ Suzanne. Les sommets s'élèvent comme des pierres en fusion figées dans le temps. Des colonnes de vapeur volcanique se courbent dans le ciel pâle du matin. Ci-dessous, les zones humides de Kushiro respirent la brume. Les roseaux tremblent lorsque le soleil brille à travers eux, argenté chaque goutte. Plus au nord, les mers de glace dérivantes de Shiretoko brillent, froides et infinies. Voici Hokkaido, la frontière sauvage du Japon. Une île d'extrême. Les hivers subarctiques prédominent ici. La neige tombe épaisse, inexorablement, sculptant les montagnes, les forêts, les rivières. Les étés sont brefs. La pluie tombe en torrents alimentés par les moussons, creusant des vallées et remplissant les rivières. La chaleur géothermique s'infiltre dans la terre. Les cheminées fumantes et les sources chaudes offrent un refuge aux créatures qui seraient autrement menacées par le gel. Chaque recoin de cette terre, montagnes, marais, rivières et mers, il est moulé aux extrémités. Ici, dans les contreforts de la péninsule de Shiretoko et des forêts de Daiset Suzanne, vit l'un des plus grands survivants de l'île, l'ours brun des eaux, Ursus arctos iesuensis. C'est le plus grand mammifère terrestre du Japon, descendant des énormes ours bruns de Sibérie. Un mâle adulte peut peser près de 400 kg. C'est maintenant le début du printemps. La neige s'accroche encore aux pentes ombragées, compactées sous les bouleaux et les aunes. Les rivières, longtemps bloquées par la glace, se mettent à gémir et à s'écouler, se brisant en fragments scintillants. Dans un creux sous des racines emmêlées, une ours s'éveille. Il dort depuis 5 mois. Son pouls lent. Son corps vide de l'épaisse graisse qu'il a accumulée avant l'arrivée de l'hiver. Maintenant, la chaleur s'infiltre à travers le sol. Sa respiration s'accélère. 2 chiots reposent contre son ventre, petits, noirs, pas plus lourds qu'un chaton nouveau-né venu au monde en plein hiver. Ils clignent des yeux à la lumière pour la première fois. Aveuglés par la luminosité, maladroits sur leurs nouvelles pattes, la mère se tient debout, silhouette imposante sur la neige. La faim la pousse désormais. Elle n'a pas mangé depuis la chute des dernières feuilles. Avec ses petits à ses côtés, elle se fraye un chemin à travers les amas de neige, enfonçant ses griffes. Au pied de la pente, la forêt s'éveille. Les corbeaux croassent à la cime des arbres. Les renards observent au loin, méfiants. Le nez de l'ours frémit. 1000 arômes inondent vos sens. Le musc du cerf, le doux parfum de la terre qui dégèle, la promesse de la nourriture. Il laboure la neige pour découvrir des pousses de choux puants, l'un des premiers fruits verts du printemps. Il creuse pour trouver des racines, gratte l'écorce, et lorsqu'il trouve la carcasse d'un cerf sika tué en hiver, il la croque tandis que les petits lèchent les restes. Chaque jour, la vallée s'adoucit. La neige se transforme en neige fondante, les ruisseaux se remplissent d'eau de fonte et la forêt grouille d'insectes. Les louveteaux apprennent en observant. Quand elle creuse, ils creusent. Lorsqu'elle s'arrête pour renifler, ils se figent à côté d'elle, imitant chacun de ses instincts. Au début de l'été, les rivières coulent vite et clairement. Les oursons sont maintenant plus grands, assez forts pour grimper aux arbres à l'approche du danger et assez agiles pour chasser les coléoptères à travers les fougères. Leur mère les guide jusqu'au fond de la vallée, là où la rivière serpente et tourbillonne. Ici, sous les falaises sculptées par des siècles de glace, commence la saison de l'abondance. L'argent scintille sous la surface, le saumon. De retour du Pacifique, ils ont parcouru des milliers de kilomètres, guidés par leur odorat, leur mémoire et les courants océaniques. Un par un, ils bondissent en s'efforçant de traverser la rivière pour pondre leurs œufs. Ils répètent ce geste chaque année. L'ours attend. Elle se tient debout, les genoux dans le courant, les oreilles collées vers l'avant, le regard fixé sur l'eau. Un saumon bondit, sa jambe s'allonge. Le poisson se débat contre ses serres, se tortillant, mais elle est plus rapide. Elle le soulève, trempé, tandis que son petit plonge en avant en poussant des cris perçants. Il morde maladroitement la queue, tirant sur la chair. La rivière est pleine de mouvements. Avec le son, les queues soufflent, le claquement des griffes, les grognements du triomphe.
Pendant des semaines, la chasse continue. Chaque ours revendique un tronçon de la rivière. Les mâles dominants occupent des emplacements privilégiés près des chutes. Les mères avec leurs oursons, comme celle-ci, restent en aval, à l'abri du danger. La mère n'attaque qu'au moment opportun. Chaque prise nourrit non seulement son corps, mais aussi la croissance de ses petits. La graisse s'accumule sous la peau, stockant l'énergie nécessaire pour survivre au froid qui approche. À la fin de l'été, les saumons commencent à mincir. Les petits, maintenant presque aussi grands que l'épaule de leur mère, ont pris confiance. Ils peinent à survivre en eau peu profonde. La mère regarde, indulgente mais vigilante. Chaque bruit dans la forêt compte. Le cri d'un corbeau, le vent qui change, le craquement lointain d'une branche qui pourrait indiquer la présence d'un autre ours. Elle les chasse lorsque l'odeur les avertit de la présence de mâles, car ceux-ci peuvent tuer des oursons qui ne sont pas les leurs. La survie exige une certaine vigilance. Alors qu'août laisse place à septembre, les forêts brûlent dans des tons dorés et cramoisis. Les feuilles de bouleau tombent en douce pluie et l'air devient plus âpre avec l'arrivée du gel. Les ours grimpent plus haut, sur les pentes couvertes de chênes et de noisetiers. Ici, glands et noix tapissent le sol, riches en huile. La mère se gave, mangeant près de 10 kilos de nourriture par jour. Ses chiots l'imitent toujours, remplissant leur ventre de tout ce qu'ils trouvent. Baies, racines, insectes. Même une grenouille occasionnelle attrapée par hasard. Sur une aire d'alimentation, ils rencontrent une famille de cerfs Sika. Les cerfs se figent, puis s'élancent, leur queue blanche étincelante à travers les arbres. L'ours ne les poursuit pas, elle n'a plus besoin de chasser. Sa priorité est la préparation. La vie est précieuse et le temps est compté. Les nuits deviennent plus longues. Les premières chutes de neige tombent dans les hautes vallées. Fin octobre, les rivières sont à nouveau silencieuses, gelées par la glace. La fourrure des oursons s'est épaissie, foncée et lourde. Ils suivent leur mère le long d'une crête étroite, leurs pattes s'enfonçant dans la neige. Elle les conduit jusqu'au creux où ils sont nés. Elle creuse plus profondément, le remodèle, teste l'air avant de s'installer. Les premiers vents de l'hiver grondent sur les chaînes de montagnes du nord d'Hokkaido. La neige recouvre les crêtes, comblant chaque trouée, scellant la forêt dans le silence. Dans la tanière, la famille se blottit, leur respiration se calme, leur cœur s'apaise. Pendant les 5 prochains mois, ils ne se réveilleront pas. Dehors, la forêt dort aussi. Les saumons qui autrefois peuplaient les ruisseaux gisent enfouis sous la glace. Les grues qui dansaient dans les marais ont pris la fuite vers le sud. Quand le soleil reviendra et que les rivières se sépareront à nouveau, elle émergera, et les petits, maintenant âgés d'1 an, suivront. Quand l'été prochain viendra, les chiots seront des juvéniles presque entièrement développés. Le saumon reviendra également. Les jours passent, puis des semaines, puis des mois. Enfin, l'hiver disparaît des montagnes d'Hokkaido. La glace craque sur les rivières, libérant les premiers filets d'eau de fonte qui inonderont bientôt les vallées. En aval, au-delà des falaises et des forêts, au-delà des promontoires de Shiretoko, l'océan est en émoi. Ici, sous les vagues grises de la mer d'Okhotsk, la vie est déjà en mouvement. Les ours sont retournés dans leur tanière, leurs oursons dorment sous la neige. Mais bien plus bas, un autre voyage commence. Dans les profondeurs froides et vertes, un immense banc de poissons se rassemble. Chacun d'eux scintille comme de l'argent liquide, des dizaines de milliers se déplaçant comme un seul homme, le saumon Keta, Oncorhynchus keta. Leurs corps minces et robustes sont taillés pour la distance. Ils ont passé des années dans l'océan, 3, parfois 4, se nourrissant de krill, de calmars et de harengs, développer les réserves musculaires et graisseuses. Maintenant, l'appel arrive. Un léger changement dans le courant. Le parfum de la maison. Ils se tournent vers elle, vers la côte est de Hokkaido, vers les rivières où ils sont nés. Les courants changent et les saumons remontent la péninsule vers le nord, passant par des forêts de varech et des falaises rocheuses. Les orques patrouillent les chenaux les plus profonds, fendant l'eau en arcs rapides et précis, tandis que les saumons restent dans les eaux peu profondes.
Au-dessus d'eux, des bancs d'oiseaux marins, de guillemots et de mouettes tridactyles plongent sous les éclairs en contrebas. Les pertes sont inévitables au cours de ce voyage, mais le saumon continue de pêcher. Leur nombre est étonnant. Près d'1 million d'individus retournent chaque année dans ces eaux, guidés par les souvenirs qu'ils ont conservés lorsqu'ils étaient alevins. Ils atteignent la côte où les rivières se jettent dans la mer, ouvrant leur embouchure pour les accueillir. Le changement est brutal, le salé cède la place au sucré. Les poissons doivent s'adapter, et ils le font. Leur corps se transforme. Leurs branchies commencent à s'adapter à la faible salinité. Leur peau s'épaissit, leurs écailles se ternissent et leur couleur argentée se transforme en bronze tacheté et vert, signe de la reproduction. Les mâles développent des mâchoires crochues, des quipes et un dos strié. Les femelles sont rondes et pondent leurs œufs. À l'embouchure de la rivière Chiretoko, ils hésitent. Les vagues s'écrasent contre les rochers. La force du courant est féroce et inconnue. Puis, comme sur un signal, ils avancent. La bataille commence. Ils foncent dans le torrent, battant la queue à un rythme effréné. Chaque mètre gagné est un effort. Les premiers obstacles sont simples. Des bancs de gravier et des passages peu profonds où l'eau recouvre à peine leurs nageoires. Puis viennent les rapides. Chaque vague les soulève pour ensuite les rejeter en arrière. Sur 100 tentatives, peut-être la moitié y parvient. Les autres succombent à l'épuisement et à l'attente. Un renard observe depuis le rivage. Sa fourrure rousse contraste avec le gris des pierres, son regard fixé sur les silhouettes scintillantes dans l'eau. Un saumon, désorienté et échoué dans des eaux peu profondes, se débat impuissant. Le renard se précipite, attrape l'ours par les branchies et l'entraîne dans les roseaux. Premier d'une longue série de charognards à profiter du voyage, plus en amont, les rivières se rétrécissent, creusant des gorges forestières. Ici, l'odeur de la terre humide se mêle au musc de l'ours. La même mer qui chassait autrefois ses poissons en été est de retour. Ses petits, fortifiés par les fruits de la saison, la suivent de près. L'eau écume à ses pieds, tandis qu'elle attend, immobile, dans un coude de la rivière. Un saumon bondit, un éclair argenté, une pulsation, et elle mord. Le poisson est pris en plein vol, écrasé entre ses mâchoires. Les chiots se précipitent pour se nourrir, et en quelques instants, la carcasse est propre. Pour les ours, c'est le dernier festin avant le long sommeil. Mais le saumon continue d'arriver. Des milles, des dizaines de milliers. Ils surmontent le danger, poussés par le même instinct. Certains succombent aux martres glissant dans les eaux peu profondes, d'autres aux aigles planant au-dessus de leur tête. La mort les poursuit à chaque tournant, mais le courant de la vie les porte. Après des jours, peut-être des semaines, il n'en reste qu'une fraction. Parmi eux, une femelle solitaire s'approche du lieu où son voyage a commencé. Un lit de gravier peu profond, surplombant la rivière, où la lumière du soleil filtre à travers les branches des aulnes et où l'eau coule limpide. Son corps porte les marques du voyage, écailles déchiquetées, nageoires déchirées, yeux troubles. Il a parcouru plus de 500 kilomètres, escalade de cascades, et il s'est échappé d'innombrables mâchoires. Il ne reste plus qu'un acte. D'un mouvement de queue, il commence à creuser. Le mouvement est rythmé, incessant. Un creux peu profond dans le gravier, appelé nid de frai. Les mâles se blottissent à proximité, leurs couleurs vives et éclatantes. Ils se bousculent pour trouver leur place, leur corps se heurtant, la bouche ouverte. L'un l'emporte. Il tourne à proximité, tremblant à côté d'elle. Ensemble, ils pondent des milliers d'œufs, translucides comme des perles, dispersés dans l'eau. La laitance du mâle trouble le courant. En quelques secondes, c'est fini. La femelle recouvre les œufs de gravier, les protégeant de la lumière et des prédateurs. Puis il se laisse aller et ses forces s'épuisent. Pendant des heures, il flotte là, oscillant au gré du courant. Finalement, lorsque la lumière décline, il s'immobilise. Autour de lui, d'autres poissons sont identiques. Le saumon quetta et s'émêle par, ce qui signifie qu'il meurt après la ponte. Il ne retourne pas à l'océan. Sa vie se termine dans les rivières où elle a commencé. Une fois que cela se produit, la forêt commence à se nourrir elle-même. Les corbeaux descendent en premier, les renards reviennent et déchirent les restes. Les martres et les visons fouillent les berges, les aigles planent depuis les falaises, les ailes déployées et les serres tendues vers les poissons.
Dans l'eau, les insectes se nourrissent de la chair ramollie et les larves s'enfouissent dans les sédiments. Au cours des semaines suivantes, les pluies entraînent les nutriments vers le sol. Les arbres riverains, comme les bouleaux, les aulnes et les saules, absorbent l'azote auparavant emprisonné dans leurs fibres vivantes. Dans leurs feuilles, l'océan persiste. Et soudain, l'hiver revient. La glace scelle à nouveau les rivières. En bas, les nids reposent en silence, leurs œufs reposant dans l'eau fraîche et oxygénée. Le temps s'écoule lentement. Les mères sont parties, leurs os enfouis sous la neige, mais leurs petits attendent, de minuscules embryons, leurs yeux en formation, leurs cœurs qui commencent à battre. Au milieu de l'hiver, les premiers alevins sont relâchés. Mesurant à peine 2 centimètres de long, ils flottent parmi les pierres, se nourrissant de ce qui reste de leur vésicule vitelline. L'eau au-dessus d'eux est noire de glace, la température de l'air est bien en dessous de 0, mais sur le gravier, elle est constante. 2 degrés. Jamais plus froid. Les jeunes restent cachés pendant des semaines, c'est-à-dire jusqu'à ce que le dégel du printemps apporte à nouveau chaleur et lumière. Puis, une nuit, la glace se brise. La rivière coule librement. À la première crue, les alevins émergent du gravier et se déplacent en aval, par centaines à la fois, minuscules étincelles argentées dans l'obscurité. La plupart n'atteindront jamais la mer, mais ceux qui y parviendront deviendront plus forts et, dans 3 ou 4 ans, ressentiront la même attraction. Son voyage, comme celui de l'ours, n'a pas de véritable fin. Une autre année passe. L'hiver est de retour. La rivière est gelée. Les dernières carcasses de saumon sont enfouies sous la glace. Son énergie est dispersée dans les racines, les ailes et la fourrure. La forêt, qui résonnait autrefois de l'eau courante, est devenue silencieuse. L'hiver revient régner sur Hokkaido, à travers la péninsule de Shiretoko et les plaines au-delà. La terre est blanche et immobile, coincée sous des mètres de neige. Seul le vent bouge, et pourtant, même ici, la vie perdure. Une ombre brise le vide, petit, volontaire, gracieux. Renard roux d'Hokkaido, Vulpes shrenki, s'éloigne de la limite des arbres, sa fourrure hérissée par le froid. Plus petit que ses congénères du continent, plus mince, il arbore une fourrure d'un rouge profond aux nuances grises. Une touffe de queue, épaisse comme une écharpe d'hiver, traîne derrière lui. Son souffle tourbillonne dans l'air. Chaque pas est mesuré, léger. Sous la neige, quelque chose d'invisible bouge. Elle s'arrête. Les oreilles se déplacent vers l'avant, triangulant le son. La neige étouffe tous les tremblements, à l'exception d'un léger, comme un mulot se déplaçant dans les tunnels sous l'écorce. Le renard penche la tête, à l'écoute. Silence. Puis, un craquement. Ses muscles se tendent. Il sursaute et atterrit sur le nez, labourant la neige en une pluie blanche. Elle refait surface un instant plus tard, le campagnol pris dans ses mâchoires. Elle mange vite. La souris disparaît en quelques bouchées. Puis elle continue son chemin, trottant doucement sur la plaine glacée. Ses pattes larges et velues sont faites pour cela. La température peut descendre jusqu'à moins 20 degrés, mais le renard continue de chasser. Pendant la majeure partie de l'année, elle chasse seule. La nuit est son allié, la neige sa toile. Chaque bond laisse une trace jusqu'à ce que le vent suivant l'efface. Certaines nuits, elle parcourt 10 kilomètres ou plus, son chemin serpentant entre forêt et champs. Les corbeaux la suivent, espérant des miettes. S'il y parvient, ils se joignent à un cœur rauque. Sinon, ils s'éloignent. En période de vache maigre, elle économise ce qu'elle peut. Un poisson lâché par un aigle, un écureuil tombé d'un arbre. Il enterre les restes sous la neige. Des jours ou des semaines plus tard, il les retrouvera. À mesure que l'hiver avance, la terre durcit. Les rivières gèlent jusqu'à leur lit. Les cerfs descendent dans les vallées à la recherche d'herbes. Le renard suit leurs traces, fouillant parmi les cadavres. Elle est patiente, rusée. En février, la lumière commence à changer. Les jours rallongent, l'air s'adoucit. Sous la neige, les premiers signes de vie apparaissent. Les mulots se reproduisent, les scarabées dégèlent dans leurs terriers. Le monde du renard vibre à nouveau. Il n'est plus seul. Son compagnon revient avec son épaisse fourrure et son museau marqué par les combats rivaux. Leurs retrouvailles sont brèves. Ils partagent le même territoire, un patchwork de lisières de forêt et de prairies gelées.
À l'aube de mars, la neige s'accroche encore aux ombres, mais la forêt a désormais une odeur différente, celle de la terre fondue et de la sève. Le renard creuse sous un sapin tombé. C'est un ancien repère. Elle le réutilisera. Elle creuse profondément, l'entrée cachée parmi les racines et la mousse. C'est là qu'elle donne naissance. De minuscules petits, aveugles et sans défense, pas plus gros que sa patte. 4. Ils se nourrissent constamment, leur monde n'étant pas plus grand que la chaleur de la fourrure de leur mère. Dehors, le mâle chasse sans relâche. Elle amène des campagnols, des souris, et même un lagopède sans méfiance dont les plumes blanches contrastent avec l'ouverture sombre de la tanière. Elle abandonne la nourriture et s'éclipse. La mère quitte rarement ses petits longtemps. Les semaines passent. La neige fond, formant des ruisseaux qui traversent la forêt. En avril, les chiots émergent en clignant des yeux vers la lumière. Leur fourrure est douce, veloutée et grise. Ils se roulent et se battent à l'entrée de la tanière, se mordant la queue et bondissant dans l'ombre. La mère les observe de près, patiente mais vigilante. Elle les laisse jouer, mais le danger est toujours proche. Un autour des palombes vole au-dessus de leur tête. Elles grognent doucement. Les chiots disparaissent sous terre. Alors que le printemps laisse place à l'été, la forêt se couvre de verdure. La famille de renards s'éloigne chaque jour davantage, s'aventurant aux abords des prairies où abondent les campagnols. Les renardeaux apprennent à traquer. Ils s'entraînent à sauter, à s'incliner et à attaquer. Au début, leur succès est maladroit. Au milieu de l'été, ils chassent habilement. Leurs parents les emmènent vers des ruisseaux où les grenouilles se reposent dans les eaux peu profondes et où les libellules volettent comme des étincelles. Là, ils se poursuivent dans l'herbe ondulante par le vent chaud. Au coucher du soleil, l'air retrouve son éclat. Les nuits deviennent plus longues. Les prairies passent du vert au bronze. La fourrure du renard s'épaissit à nouveau, le rouge estival se transformant en roux teinté de givre. Ces petits, presque adultes, commencent à s'éloigner les uns des autres. L'instinct les pousse à chercher leur propre territoire. L'un d'eux se dirige vers le nord, vers la côte, suivant le chant des mouettes. Un autre se déplace vers l'est, disparaissant dans la forêt de montagne. Il n'en reste qu'un qui suit la mer dans ses tournées nocturnes. L'automne apporte l'abondance, les champs bourdonnent de vie, les souris se multiplient, se nourrissant des graines tombées. Le renard chasse au crépuscule, la lumière dorée illuminant sa fourrure tandis qu'il avance dans les hautes herbes. Chaque bond atteint sa cible. Il mange, puis enterre le reste, une cache par-ci, une autre par-là. Votre corps gonfle de nouvelles graisses. Sa fourrure brille contre la lumière mourante. Autour d'eux, des grues dansent dans des marais lointains. Collision de cerfs dans les bois. Chaque créature se prépare au froid. Et puis un matin, il neige à nouveau, doux, silencieux, sans fin. La terre se durcit, les rivières gèlent et le monde redevient blanc. La renarde se tient à l'orée de la forêt, son souffle se transformant en brume. Son dernier petit la suit, incertain. Bientôt, lui aussi disparaîtra. Le cycle est terminé. Les saisons avancent, le renard est parti, ses empreintes balayées par le vent. La forêt redevient silencieuse sous un rideau de neige. Au-delà des arbres, la terre s'ouvre dans un blanc immense. Les marais de Kushiro dans la plaine orientale d'Hokkaido. L'hiver dure plus longtemps ici. Le givre fleurit sur les roseaux. Le brouillard flotte bas sur les rivières gelées. L'air est si calme que le son semble durer une éternité. Mais pour l'instant, il n'y a que le silence, jusqu'à ce qu'il se brise. De quelque part au plus profond de la brume, un appel se fait entendre. Une trompette claire et résonnante. La grue à couronne rouge, Grus japonensis. 2 d'entre eux se tiennent côte à côte, grands comme un homme, leur plumage blanc brillant sur le ciel gris. Une tache de peau nue et cramoisie couronne chaque tête, luisant comme du charbon dans le froid. Ils ont passé la nuit debout sur une jambe dans la neige. Lorsque les premières lueurs de l'aube effleurent le marais, ils se mettent en mouvement. L'un s'incline profondément, l'autre répond.
Ils déploient leurs ailes, immenses et blanches, chaque plume soulignée de noir. Puis ils bondissent. Leur danse commence. Ils appellent à l'unisson. Le duo est si puissant qu'il peut parcourir 10 kilomètres de terrain découvert. Le mâle secoue la tête en barrissant. La femelle répond, leurs voix s'entrelaçant harmonieusement. Ils bondissent dans les airs, battant des ailes pour transformer la neige en une tempête de lumière. Ils se saluent, bondissent de nouveau, tournoyant et tournant en arc de cercle d'une grâce miroitante. Ce n'est pas un concours, c'est un renouveau. Ces grues s'accouplent pour la vie. Chaque année, au cœur de l'hiver, ils réaffirment leur lien par cette danse de fidélité et de passion. Autour d'eux, des dizaines de personnes se joignent à eux. L'air s'emplit de sons. Des appels qui se chevauchent s'élèvent comme un chœur. Pour les habitants d'Hokkaido, ce spectacle est devenu symbolique. Il était une fois la grue à couronne rouge qui a failli disparaître, chassée, affamée, alors que les zones humides disparaissaient. Aujourd'hui, après des décennies de protection, plus de 2000 oiseaux vivent à nouveau ici. Les grues s'inclinent et se perchent, la danse prend fin. L'espace d'un instant, le marais se tait. Puis, le couple marche ensemble dans la brume, la tête haute, renouant leurs liens. Au début du printemps, la glace commence à se fissurer. Le marais se réveille, l'eau filtre à travers les roseaux gelés. Les premiers croassements des grenouilles résonnent sous la glace fondante. Les grues pénètrent dans les zones humides, un lieu de hauts roseaux et de boue molle. Elles y construisent leur nid, un monticule de roseaux de près d'1 mètre de large. Ils l'élèvent au-dessus du niveau de l'eau. La femelle pond un œuf, pâle, tacheté, fragile. Les parents s'en occupent à tour de rôle. L'un veille pendant que l'autre le nourrit, toujours proche, toujours en vue. Les jours rallongent, l'air se réchauffe et le marais s'emplit de sons. Les libellules bourdonnent, les grenouilles chantent en un chœur interminable. Le vent tremble parmi les roseaux. Au bout de 28 jours, la coquille éclot. Un poussin en sort, humide, doré et frissonnant. Quelques heures plus tard, il se lève, titubant sur ses pattes tremblantes, picorant déjà le monde. Ses 2 parents prennent soin de lui, le guidant doucement à travers des eaux peu profondes, grouillant d'insectes et de têtards. Le poussin apprend vite. Marchant derrière sa mère, gazouillis doux. En suivant chaque étape, l'été arrive par vagues vertes. Le marais grouille de vie. Les hérons rôdent dans les canaux, les aigles planent sur les courants thermiques et les grues se déplacent, se nourrissent et chantent partout. Le poussin grandit rapidement, doublant son poids en 1 mois. Son duvet laisse place à de pâles plumes. Son cou s'étire. Leurs ailes testent l'air. Pourtant, le danger rôde. Un matin, le ciel s'assombrit sous les ailes. Une ombre traverse l'eau, la large silhouette d'un pigargue à queue blanche. Il plane bas, observant. Les grues sonnent l'alarme de leurs cris perçants. Le poussin se fige. Le mâle déploie ses ailes. Imposant, sifflant à travers son bec ouvert, l'aigle décrit un cercle, 2 cercles, puis s'envole, ondulant l'air sur son passage. Le marais retrouve le silence, la tension se dissipant au gré du vent. Durant l'été, la famille prospère. Chaque jour, le poussin s'enhardit. Il cherche des escargots et des racines, et pratique de courts sauts. Les parents le guident avec des appels discrets. Quand les tempêtes arrivent, ils la protègent de leurs ailes. À l'approche des prédateurs, ils se serrent les coudes. En septembre, les premières feuilles jaunes flottent au vent. Le marais se pare d'or, puis de bronze. La jeune grue est presque adulte, plus grande et plus forte. Cependant, il a toujours des plumes brunes. Les parents l'encouragent à voler, d'abord par courtes rafales, à quelques mètres au-dessus de l'eau. Chaque jour, plus haut et plus loin. Le premier véritable vol est accompagné d'un frisson de triomphe. Les ailes déployées sur près de 2 mètres, l'oiseau s'élève, planant pour la première fois au-dessus de son nid. Mais l'automne apporte aussi des dangers. La nourriture se fait rare, les grenouilles se fanent dans la boue et les insectes meurent de froid. Les aigles retournent chasser. Un soir, alors que le soleil se couche derrière les roseaux, un aigle fond sur les nuages. La jeune grue trébuche, chancelante, face à l'attaque du prédateur. Les parents réagissent de manière confuse.
Le mâle bondit vers le ciel, ailes déployées et serre levée. L'aigle vire brusquement, le manquant de quelques centimètres, puis se retire vers un pin lointain. Le poussin survit. Bientôt, les jours raccourcissent. Le gel revient à l'aube, se répandant comme du verre sur le marais. Les grues se nourrissent désormais en permanence, développer la force dont ils auront besoin pour affronter les mois à venir. Le jeune oiseau les suit avec une imitation parfaite, fourrage, lissage des plumes et chant. Sa voix, autrefois fine et aiguë, s'amplifie et résonne, fusionnant avec le duo de ses parents. Et puis, la neige revient. Les premiers flocons tombent silencieusement sur les zones humides. Les grues ne se cachent plus dans les hautes herbes. Ils retournent dans les champs où la neige est ferme et l'air frais et pur. Sur le ciel pâle, leurs silhouettes sont saisissantes. 3 silhouettes blanches dans une mer argentée. À l'aube, la brume se lève à nouveau de la rivière gelée. La famille reste unie, la jeune grue déploie ses ailes, déjà adulte. Chaque plume est bordée de noir. Il bondit dans les airs aux côtés de ses parents. Ils s'élancent ensemble, appelant, leur voix résonnant dans le silence. Bientôt, le poussin partira et rejoindra d'autres de son âge pour trouver son propre territoire. Les parents resteront là, leur lien intact. Ils bougent à nouveau. Le mâle s'incline. La femelle répond. Ensemble, ils s'élèvent. Tournés à travers la neige qui tombe, leurs appels résonnaient comme des cloches dans le brouillard. Quand le printemps reviendra, ils danseront à nouveau. Pour l'instant, les grues s'estompent dans la blancheur. La terre se lève à nouveau. Loin des zones humides ouvertes, forêts orientales de Hokkaido. Ici, la neige s'accumule épaisse entre les troncs imposants des cèdres et des bouleaux. La vapeur s'élève en volutes lentes provenant de cheminées géothermiques cachées. L'air sent la résine et la terre. C'est un monde de silence, ancien, vigilant, vivant. Au milieu de ce silence, une forme bouge. Les ailes larges et lourdes battent une fois, 2 fois, silencieux dans la neige qui tombe. Un hibou poisson de Blackiston, Ketupa blackistoni, plane dans la forêt la nuit. C'est le plus grand hibou du monde, mesurant près de 70 cm de haut et dont l'envergure s'étend sur plus d'1,80 m d'un bout à l'autre. Son plumage est couleur d'écorce et de crépuscule. Un motif marron et crème qui se fond avec la texture de la forêt. La seule chose qui ressort, ce sont ses yeux. 2 orbes jumelles d'or en fusion, fixées, sans cligner des yeux. La chouette est perchée sur une branche basse surplombant un ruisseau. En dessous, l'eau coule, noire et silencieuse, à travers une fissure dans la glace. Ici, le ruisseau ne gèle jamais, réchauffé par les sources volcaniques qui parcourent ces terres. Sous la surface, une truite solitaire flotte. Le hibou attend. Les minutes s'éternisent. La neige tombe doucement sur son dos sans que personne n'y prête attention. Ensuite, le mouvement. Le poisson monte. Le hibou se penche en avant, ses plumes ébouriffées et ses yeux plissés. En un instant, il tombe. Le silence est rompu. Un éclair de griffe. Une explosion de spray. Le hibou plonge dans l'eau, ailes déployées pour garder l'équilibre. Ses pattes se referment sur le poisson avec une précision mortelle, ses serres transperçant écailles et chair. Il s'élance, l'eau ruisselant de ses plumes et la proie lui palmant entre ses mains. Le hibou s'envole et disparaît parmi les arbres. Au creux d'un vieux bouleau, une femelle attend. Elle observe la neige dehors, les plumes ébouriffées pour se protéger du froid. Lorsque le mâle revient, il se perche doucement à l'entrée, offrant sa proie. Elle prend le poisson, le dépaisse et le lui donne à manger. Puis, du plus profond de sa gorge, un son commence à se faire entendre, faible, croissance, résonnant. La forêt répond. 2 voix se frayent un chemin dans l'obscurité. Un duo profond et rythmé de hurlements et de battements qui résonnent le long de la rivière. Ces hiboux ne migrent pas et ne parcourent pas de longues distances. Chaque couple occupe un territoire pouvant atteindre 15 km², suivant les mêmes cours d'eau gelés depuis des générations. Leurs chants marquent les limites. L'hiver se fait plus rigoureux, les poissons se font rares. Les hiboux patrouillent les ruisseaux chaque nuit, se déplaçant silencieusement à travers les branches chargées de neige.
Lorsque les proies sont abondantes, elles cachent des poissons sous les racines et les rochers et reviennent les chasser quelques jours plus tard. Leur succès dépend de ces quelques courants chauds. En mars, lorsque les nuits commencent à raccourcir, la femelle s'installe au plus profond du creux du bouleau. À l'intérieur, 2 œufs blancs reposent sous sa poitrine. Le mâle chasse sans relâche, revenant avec des truites, des grenouilles et même de petits mammifères que le dégel des ruisseaux révèle. La forêt reste gelée, mais dans le creux, la vie s'anime. Au bout d'un mois, le premier poussin éclot. Une créature pâle et duveteuse, aveugle et fragile. Un jour plus tard, une seconde. La femelle les élève constamment, les protégeant du froid avec son corps. Le mâle leur apporte de la nourriture, d'abord des petits poissons, puis des proies plus grosses à mesure que les poussins grandissent. Chaque livraison est accueillie par un concert de doux pépiments qui résonne faiblement dans le creux. Fin mai, la forêt change. La neige recule sur la pente. Le sol s'illumine en vert. Les fougères se déploient. Les ruisseaux s'accélèrent avec l'eau de fonte. Les oisillons observent maintenant depuis l'entrée, les yeux ouverts, le plumage strié de brun. Ils grimpent maladroitement le long des branches, testant leur équilibre, battant des ailes par brefs battements. Les parents les observent attentivement, appelant doucement. Quand la nuit tombe, les jeunes suivent leur père jusqu'au bord du ruisseau. Ils apprennent en observant. L'adulte reste immobile comme une pierre. Quand le poisson bouge, il attaque. Le poussin imite, se jette trop tôt, pagayant maladroitement. La truite s'échappe. L'adulte émet un croassement sourd. C'est ainsi qu'on apprend en forêt. Au milieu de l'été, les jeunes sont déjà capables de voler. La famille se déplace ensemble dans le couloir fluvial, chaque hibou appelant le suivant dans une succession de notes profondes et ondulantes. Des lucioles scintillent au-dessus de l'eau, scintillant d'une lumière chaleureuse. Des chauves-souris tournent en rond. La forêt vibre d'une vie invisible. Mais même ici, le danger rôde. Une nuit, une martre masquée rôde près du pied d'un arbre, ses yeux sombres brillants. Attirée par l'odeur des restes de poissons, elle renifle les alentours à la recherche d'un trou. La femelle de la chouette fond silencieusement sur elle, ses ailes déployées battant l'air bruyamment. La martre se fige puis s'échappe dans les sous-bois. Le hibou atterrit à nouveau, les plumes gonflées et les serres serrées. La forêt retrouve sa tranquillité. Alors qu'août laisse place à septembre, les jeunes deviennent indépendants. Ils s'étendent davantage, suivant les ruisseaux jusqu'aux vallées voisines. Leurs parents ne les nourrissent plus. Chacun prendra bientôt possession de son propre tronçon de rivière. Mais ce ne sera pas facile. Dans la nature, seulement la moitié des poussins ayant atteint l'âge de l'envol survivent à leur première année. Les inondations, le froid, la faim et les aigles font des ravages. Mais ceux qui persévèrent chanteront un jour leur propre duo à travers la forêt nuageuse. L'automne arrive. La canopée flamboie d'or et de pourpre. Les truites remontent la rivière pour frayer. Les hiboux chassent parmi les feuilles flottantes. L'air est empli du parfum de l'écorce humide, de la mousse et de la vie qui s'endort. Les ruisseaux, autrefois clairs et rapides, coulent désormais plus lentement et sont jonchés d'aiguilles tombées. Au crépuscule, le mâle atterrit immobile sur la rivière. Un poisson se déplace lentement en contrebas, paresseusement dans le courant rafraîchissant. Il plonge. Un autre repas est assuré avant l'arrivée du froid. Alors que les nuits s'allongent, le duo reprend son activité. Leurs voix résonnent dans la forêt. Ces appels peuvent être entendus à près de 2 kilomètres de distance. Il neige à nouveau. La forêt devient silencieuse, à l'exception du murmure de l'eau sous la glace. La vapeur s'élève des évents et s'enroule entre les branches de cèdre. Les hiboux retournent à leur nid, le même bouleau qui a abrité les générations précédentes. À l'intérieur, ils se perchent très près les uns des autres, les yeux mi-clos. Écoutez le rythme régulier du ruisseau en contrebas, continuant vers l'endroit où la forêt s'estompe derrière. La terre s'ouvre, les arbres se dégagent. Le monde est à nouveau vaste, ici dans les plaines vallonnées de l'est d'Hokkaido. La lumière se répand sur les prairies de bambous nains et d'herbes argentées. Les rivières coulent dans les vallées, serpentant à travers des crêtes volcaniques qui fument encore dans l'air froid.
c'est le territoire du cerf Sika d'Ezo, cerf Nippon yesoensis. Le plus grand de tous les Sika est l'une des formes les plus robustes du nord accidenté de Hokkaido. Un troupeau se déplace dans la brume de l'aube, leur corps brun pâle aux premières lueurs du jour. Le givre recouvre leur fourrure. Des volutes de vapeur sortent de ses narines. Les femelles marchent prudemment, la tête baissée, cueillant l'herbe hivernale qui pousse à travers la neige. Parmi elles, les jeunes mâles restent vigilants, prudents, leur bois encore petit, tels de petites souches veloutées qui pousseront au cours des prochains mois. De l'autre côté, une autre forme apparaît. Un cerf, plus haut, plus large. Leurs bois s'élèvent comme des arbres ramifiés. Ils s'étendent sur plus d'1 mètre de diamètre, chaque dent étant aussi pointue qu'un os. Leur corps est puissant, près de 150 kilos de muscles, et leur cou épais et sombre est imposant. C'est leur territoire marqué par l'odeur et les griffures, façonné par des années de conflits et de résistance. Mais cela n'a pas toujours été comme ça. Il y a 2 hivers. Alors qu'il n'était qu'un jeune mâle, pas plus grand que les roseaux, il apprit à se tenir debout quelques minutes seulement après sa naissance. Incertain, tremblant. Sa mère le conduisit dans un abri, le cachant parmi les roseaux où son odeur ne le trahirait pas. Elle le nourrissait, le surveillait et revenait prendre soin de lui en silence. Durant ses premiers mois, elle le protégea des renards et des chiens errants, le gardant à l'ombre jusqu'à ce qu'il puisse courir. À l'automne, il rejoignit le troupeau. Ses taches s'estompèrent et son pelage prit une teinte roux. Il se battait avec ses congénères. L'hiver a apporté la faim. Le jeune homme apprit où le vent arrachait la neige du sol, où les ruisseaux restaient ouverts, même par le froid le plus intense. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, il est adulte. Pas encore le plus puissant, mais presque. Ses bois brillent au soleil d'été, recouverts d'un velours rouge sang. Chaque dent s'allonge chaque jour, extrayant des minéraux du corps. Autour d'eux, le troupeau broute librement. Les insectes bourdonnent et l'air vibre de chaleur. C'est le calme avant la tempête, le temps de la croissance et de l'attente. Début juillet, le cerf se défait de son voile. Il frotte ses bois contre les troncs de bouleau, les décaper jusqu'à ce qu'ils soient durs et pâles. Le sang éclabousse l'écorce. Lorsqu'il lève la tête, ses armes sont impeccables, polies et mortelles. Son corps s'assombrit, ses muscles se gonflent sous sa peau, ses hormones se déchaînent. La saison des amours approche. En septembre, les prairies sont enveloppées de brume, les matins résonnent de ce son. Le beuglement profond et guttural du cerf appelle à travers les vallées. Les mâles patrouillent aux abords de leurs harèmes, décrivant des cercles, repérant leur odeur et guettant leurs rivaux. Les femelles se rassemblent en groupes dispersés, broutants, vigilantes. Notre cerf brame dans la brume d'un cri résonnant et rauque. Un rival répond de l'autre côté de la crête. Les 2 se dirigent l'un vers l'autre, faisant les 100 pas, le cou bas et les oreilles en avant. L'air devient tendu. Ils rencontrent un accident. Une bois frappe une autre bois. Le son est aigu, comme des branches qui se brisent. Ils se poussent l'un contre l'autre, serrés l'un contre l'autre, leurs muscles se tendent. De la boue éclabousse sous les sabots. Le plus jeune pousse, le plus âgé cède, puis se tord, se propulsant en avant. Pendant de longues secondes, ils luttent jusqu'à ce que l'un d'eux trébuche. Le plus jeune glisse, repoussé. Il se libère, le souffle court, les flancs hâlés. Le vainqueur se dresse, braillant dans le vent. Notre cerf boite dans le brouillard, vaincu. Pour lui, le défi de cette année a échoué, mais la saison n'est pas perdue. L'année prochaine, sa force égalera celle des meilleurs. Le rut dure des semaines. L'air est empli d'un parfum de musc et de terre humide, de cris de domination et de poursuite. Les mâles protègent farouchement leurs harèmes. Faire fuir les concurrents, combattre jusqu'à l'épuisement. Certains présentent de profondes blessures aux flancs, d'autres perdent leurs yeux ou leurs bois. À la fin de la frénésie, les survivants sont émaciés, épuisés. L'hiver approche à grands pas. La neige s'accumule et les cerfs descendent, cherchant refuge près des bois. Le cerf, désormais seul, se nourrit lentement pendant les journées courtes. Ses grands bois s'accrochent aux branches. Il les laisse tomber en secouant la tête avec irritation. En janvier, la faim le ronge.
La glace recouvre les rivières, le vent souffle sur les plaines, de nombreux cerfs périssent, les jeunes, les faibles, ceux piégés loin de leur abri. Le troupeau diminue, côte visible sous une fourrure terne. Même les cerfs se battent. Son corps autrefois puissant rétrécit et les réserves de graisse disparaissent. Mais il persévère. Il gratte la neige avec ses sabots, exposant des branches de bambou gelées. Il boit les filets d'eau de fonte qui s'infiltrent sous les congères. En février, lorsque le froid est à son comble, il perd ses bois. Un matin, alors qu'il baisse la tête pour se nourrir, un craquement résonne dans le silence. La première ramure tombe, atterrissant doucement dans la neige. La seconde suit quelques jours plus tard. Du sang coule des souches, mais la douleur est passagère. Il repousse une fois la cime tombée et continue sa marche. En mars, les jours rallongent. La glace fond sur les rivières. Les bourgeons gonflent sur les bouleaux. Les premières pousses vertes apparaissent à travers le sol dégelé. Le cerf commence à se nourrir vigoureusement, reprenant le poids perdu. Son pelage mue par plaques et l'épais pelage d'hiver est remplacé par un pelage d'été brun et lisse. De petites bosses apparaissent sur son front, premier signe de la repousse des bois. Ailleurs, le cycle continue. Dans les prés où paît le troupeau, les femelles donnent naissance à de petits faons tachetés et silencieux. Chacun se cache dans les hautes herbes, tandis que la mère nourrit à proximité, revenant téter toutes les quelques heures. Pendant les premières semaines, le meilleur moyen de défense du faon est l'immobilité. Sa fourrure inodore le rend invisible, même aux nez les plus pointus. En été, les jeunes courent librement. Ils se regroupent en petits groupes, apprenant les sentiers, savourant les herbes sauvages qui embaument l'air de leur douceur. Les mâles parmi eux commencent à baisser la tête en simulant un combat, se préparant au jour où ils les défieront à leur tour. Parmi eux, peut-être, le prochain grand mâle est déjà en marche. Et le vieux cerf. Il observe depuis la crête, ces bois nouveaux se dressant à nouveau, forts et abondants. Les cicatrices des batailles passées marquent ses flancs, l'histoire des années inscrites sur son corps. Il beugle à nouveau, un son profond et résonnant qui résonne dans toute la vallée. Le défi reviendra. À mesure que l'été s'estompe, le brouillard reviendra, des rivaux surgiront. Les bois entreront en collision. Et une fois de plus, il se battra pour le droit de transmettre sa force. Maintenant, alors que le crépuscule tombe sur les plaines, le cerf se tient seul. Son souffle se transforme en givre. Les herbes plient sous la neige. Quelque part au loin, un autre appel. La promesse d'un autre concours. Une autre année. Il baisse la tête et écoute. Le vent change, et puis on passe à autre chose. Pendant ce temps, depuis les plaines ouvertes, là où les cerfs pestent et disparaissent dans la neige, la terre se lève à nouveau, nord, vers le large. Le vent devient plus fort. Les forêts se défrichent. L'air devient lourd de sel. Plus loin se trouve la péninsule de Chiretoko. Un bras de terre irrégulier s'avançait dans la mer d'Okhotsk. En hiver, il rencontre l'Arctique lui-même. C'est le bord de la glace. À l'aube, la côte gémit. De vastes plaques de glace à la dérive. Poussées vers le sud par les courants de la mer d'Okhotsk, meulent contre les falaises noires. Le son est faible et sans fin. Des blocs de la taille de maison entrent en collision. Divisés. Inclinaison. Envoyant des fragments brillants dans la lumière pâle. Entre eux, d'étroits canaux d'eau libre s'entrelacent comme des veines d'acier. La température oscille juste en dessous de zéro. Sur l'un de ces icebergs, une forme bouge. Un phoque commun, Phoca larga, lève la tête, les moustaches couvertes de givre. Sa fourrure grise tachetée se fond si parfaitement dans la glace brisée qu'elle semble disparaître. Autour de lui, des dizaines d'autres gisent éparpillés sur la banquise, immobiles. Ils se reposent après s'être nourris, des ventres chargés de cabillaud, de harengs et de morues au safran. Coincés sous la surface gelée, chacun pèse près de 100 kilos et leur épaisse couche de graisse les isole des os à peine au-dessus de zéro. Leur rythme cardiaque ralentit sous la faible lumière du soleil, préservant ainsi chaque once d'énergie. Ils plongeront à nouveau bientôt, glissés à travers les fissures dans l'eau, à 2 degrés au-dessus de zéro. Au-dessus d'eux, une ombre glisse sur la glace. Un aigle de mer de Steller Aliaetus pélagique vole bas, scrutant l'étendue glacée. Avec une envergure pouvant dépasser 2,5 mètres, c'est l'un des plus grands aigles de la planète. Sa tête et sa queue brillent de blanc sur le brun foncé de son corps.
Examinez la mer avec des yeux capables de détecter un poisson à 1 kilomètre de distance. Puis, d'un battement d'ailes déterminé, il retombe. L'air siffle. Les cerfs s'abattent avec un craquement sourd. Sous la glace, un éperlan piégé scintille d'un éclat argenté avant de disparaître dans un nuage de givre brisé. Les serres de l'aigle se referment sur lui. Battant des ailes, il s'élève, avec le poisson suspendu et l'eau coulant de sa queue. Il atterrit sur un rebord de falaise au-dessus de la côte, où l'attend un autre rapace. Un aigle à queue blanche, Aliaetus poisson blanc. Un peu plus petit, mais pas moins redoutable. Pendant des heures, ils échangent de l'air entre eux. Ils plongent, feignent et se volent les uns les autres. Sous la banquise, un autre empire s'agite. L'eau est fine et bleue et la lumière filtre à travers les fissures de la glace en bandes changeantes. Des profondeurs émergent d'immenses silhouettes, des otarides stellaires, Eumétopias, Jubatus. Les mâles sont des géants, atteignant des longueurs de 3 mètres, et ça pèse presque 1 tonne. Pourtant, ils se déplacent avec une grâce fluide, se tordant et tournant en spirales serrées et coordonnées. Leur épaisse graisse les protège du froid. Leurs muscles denses les propulsent avec une puissance explosive. Ils chassent en groupe. Un banc de lieux se disperse devant eux. Les lions lancent une attaque. On plonge en profondeur, forçant le poisson à remonter. Un autre l'intercepte et ses mâchoires se referment avec un claquement. Des bulles d'air montent dans les nuages. La chasse dure moins d'1 minute. Certains poissons s'échappent, la plupart non. Les otaries émergent, leur souffle se transformant en nuages de vapeur avant de disparaître à nouveau. Au-dessus, mouettes et mouettes tridactyles tournoient et crient, attendant des miettes. Puis, de nouveau, le silence. Seul le sifflement des vagues sous la glace. Plus loin, les icebergs s'amincissent et la mer s'ouvre dans l'obscurité. Les plus grands prédateurs de tous les temps patrouillent ici. Une grande nageoire noire coupe la surface. Puis un autre. Et un autre. Les orques. Orcinus orca. Les prédateurs les plus intelligents de l'océan. 6 d'entre eux voyagent ensemble, sillonnant les eaux glacées en formation parfaite. 2 femelles adultes, 3 juvéniles apprenant des techniques de chasse et un baleineau accroché au flanc de sa mère. Ils se déplacent comme un seul homme. Leur corps noir et blanc glisse sur la mer d'ardoise, leur souffle s'élevant en colonne fantomatique avant de disparaître dans l'air froid. Ce sont les habitants du Pacifique Nord. Sous la surface, l'océan vibre au son de leur communication. Des clics aigus se font entendre dans l'obscurité. Ils peignent un monde tridimensionnel avec le son. C'est ce qu'on appelle l'écholocation. Leurs sifflements ondulent dans l'eau, sifflant avec excitation, des appels au contact, des ordres et du réconfort. Chaque groupe possède son propre dialecte, une signature familiale transmise de génération en génération. Ce sont des êtres intelligents. Ils enseignent à leurs jeunes non seulement comment chasser, mais aussi qui ils sont. Ils se déplacent le long de la banquise, explorant. Les orques connaissent parfaitement ces itinéraires. Ils les suivent depuis des décennies, suivant le rythme saisonnier de la mer d'Okhotsk. Lorsqu'un phoque s'échappe d'une banquise, il est déjà trop tard. La matriarche plonge en premier. On tourne en rond dans les profondeurs de la glace pour bloquer la fuite. Un autre attaque par le côté, poussant la proie vers le haut. L'eau s'assombrit, puis explose. Un phoque fait surface en manque d'air. Mais d'en bas, une silhouette immense et rapide émerge. Un éclair blanc. Une vague violente, la mer bouillonne, brièvement rouge, avant de retomber dans le silence. Les orques chassent pour nourrir leur groupe, pour soutenir le veau qui le guidera un jour. Lorsque la chasse est terminée, ils flottent tous les 2 ensemble dans le crépuscule. Même ici, sous la glace et l'ombre, l'abondance prospère. Sous la banquise, la lumière du soleil filtre, réveillant une peau vivante. Des diatomées, des algues microscopiques, prolifèrent en vastes colonies. Chaque cellule transforme la lumière du soleil en nourriture. Ils se nourrissent de copépodes et de krill, qui à leur tour nourrissent le harengue, le goberge et le saumon. Ici tout, phoque, otarie, aigle et baleine, doit sa vie à cette fine pellicule verte. Les icebergs, loin d'être stériles, sont des herbes flottantes. En avril, le changement commence. Le soleil se lève plus haut chaque jour. Des fissures apparaissent dans la glace. Des flaques d'eau de fonte scintillent à la surface. L'air se radoucit. Les phoques s'agitent, glissant dans la mer pour se nourrir.
Des aigles tournoient au-dessus de nos têtes, leurs cris résonnant sur les falaises. Et puis, soudain, la glace disparaît. La mer d'Okhotsk s'ouvre largement. Une vaste plaine d'eau bleu acier s'étendant jusqu'à l'horizon. La côte résonne de sons. Les cris des mouettes, le fracas des vagues, le sifflement de la neige fondante. Les phoques s'éloignent du rivage, suivant la migration des poissons. Les otaries se rassemblent sur les îles rocheuses pour se reproduire. Les mâles beuglent, profonds et sonores, et leurs rugissements s'entendent à des kilomètres. Ils se battent pour la domination, par espace pour les collègues, une collision de corps pesant des centaines de kilos. Ces dents se déchirent, leurs voix font trembler l'air. Sous les falaises, la lumière du soleil pénètre l'eau. Les fonds marins fourmillent de couleurs et de vie. Des forêts de varechs se déploient, leurs frondes s'élevant à 5 ou 6 mètres de la surface, chacune constituant un monde à part. Des crabes se faufilent entre les ancres, leurs carapaces scintillant de vert et de rouge. Les étoiles de mer rampent sur les rochers, leurs pieds tubulaires bruissant contre la pierre. Les oursins broutent au ralenti, laissant de délicates traces parmi les algues. Parmi les frondes, des bancs de jeunes morues et crevettes scintillent comme du métal liquide, leur corps se tordant sous la lumière. Au milieu de l'été, la transformation est complète. La mer est vivante dans toutes les directions. Du sud, à travers des milliers de kilomètres de mer ouverte, les géants reviennent. Tout au long de l'hiver, ils ont parcouru les eaux chaudes près des Philippines et des îles Mariannes. Là, elles ont donné naissance et élevé leurs petits dans la sécurité des lagons tropicaux. Là-bas, l'océan est calme. L'eau est riche en chaleur, mais pauvre en nourriture. Maintenant, alors que le printemps cède la place à l'été dans l'hémisphère nord, la faim les pousse vers le nord. Ils se dirigent vers les eaux froides et fertiles au large de la côte est d'Hokkaido, où la vie abonde. Baleines à bosse, Megaptera, Novae angliae, apparaissent en premier, leur dos noir s'élevant comme des îles dans la brume. Chacun peut peser 30 tonnes, et pourtant ils se déplacent avec une grâce étonnante. Ils font rouler leurs longues nageoires pectorales dans l'eau comme des ailes. Leurs larges nageoires caudales festonnées, marquées de motifs blancs uniques, se lèvent avant chaque plongée. Sous la surface, ils ouvrent grand la bouche, avalant les nuages de krill qui émergent des profondeurs au crépuscule. Le krill est attiré par les proliférations de diatomées. Les baleines à bosse restent des mois à se nourrir sans relâche. Chaque jour, ils consomment jusqu'à 1 tonne de proie, constituant ainsi d'abondantes réserves de graisse qui leur permettront de survivre à leur longue migration vers le sud. Au début de l'automne, lorsque le krill disparaît et que les jours raccourcissent, ils entament leur voyage de retour vers les tropiques. Des mères avec leurs petits nageant à proximité. Plus près de la côte, plus petites mais non moins redoutables, les baleines de mine-queue patrouillent. Balaenoptère acutorostrata. Compacts et rapides, ils chevauchent les vagues avec à peine une ondulation, émergeant dans de brèves expirations de brume. Leur régime alimentaire est varié. Harengs, lançons, krill. Ce sont les grandes baleines les plus communes dans ces eaux. Elles y restent tout l'été et même au début de l'hiver, suivant les déplacements changeants des bancs de poissons le long du plateau continental. Parmi elles, on trouve le dauphin à flanc blanc du Pacifique, l'Agenorhynchus obliquiden. Ils voyagent en groupes de plusieurs dizaines, parfois des centaines, courir aux côtés des bateaux de pêche, sauter par-dessus les vagues en parfaite synchronisation. Sous la surface, leurs clics et leurs sifflements tissent une conversation constante, cartographiant les courants, repérant les poissons et maintenant le groupe soudé dans l'obscurité ou les tempêtes. Ce sont aussi des migrateurs, suivant les courants chauds au sud du Japon. Ils resteront ici tant que l'eau restera riche en proie. Cela se produit généralement jusqu'à ce que les vents du début de l'automne commencent à refroidir à nouveau la mer. Même les marsouins communs, Phocoena phocène, se joignent au festin. Timides et insaisissables, ils n'émergent que brièvement, leurs petites nageoires dorsales fendant l'eau telles des ombres. Ils chassent des bancs d'anchois et de harengs dans les baies peu profondes. Contrairement aux grandes baleines, elles ne voyagent pas très loin. Ces eaux du nord sont leur habitat toute l'année. Cependant, ils se rapprochent de la côte en été, lorsque la nourriture est abondante. Au-dessus d'eux, des volées de puffins et de mouettes plongent, se nourrissant du même festin. Pendant 3 brefs mois, la mer d'Okhotsk devient un paradis, mais l'équilibre est déjà en train de changer. Le soleil se couche chaque jour. L'eau se rafraîchit.
En septembre, les vents reviennent. Les tempêtes s'abattent sur la Sibérie, projetant les vagues contre les falaises. Les baleines entament leur long voyage vers le sud. Les otaries quittent les colonies. Leurs petits sont désormais grands et forts. Les aigles reviennent sur la côte. Leurs petits s'entraînent à leur premier vol maladroit au-dessus des vagues. Les phoques se déplacent à nouveau vers le nord suite au retrait du froid. L'océan s'assombrit. Les efflorescences planctoniques s'enfoncent lentement dans l'abîme. Les poissons se nourrissent de ce qui reste. Les crabes creusent dans le sable. Les forêts de varech oscillent désormais plus lentement, leurs bords déchirés par les tempêtes. Puis, en décembre, les premiers fragments de glace réapparaissent. Chaque jour, la température baisse davantage. L'air devient plus vif, clair et métallique. La mer se calme. Lentement, les icebergs s'épaississent, s'étendant jusqu'à atteindre à nouveau la côte. Les aigles retournent sur les falaises. Les phoques rampent sur la glace. Les orques patrouillent le rivage. Une fois de plus, le monde est blanc et silencieux. Le cycle se ferme. Ce n'est pas une fin, juste une pause entre les saisons. Des falaises glacées et des mers agitées de Shiretoko. La terre se lève à nouveau. La glace cède la place à la pierre, espierre au sol. La neige s'accumule à l'intérieur des terres, des broussailllages à l'abri des arbres. Ici, dans les forêts profondes de Hokkaido, l'hiver relâche son emprise. Les troncs des sapins de Sakhaline et des chênes de Mongolie s'élèvent comme des piliers. Ces bases tapissées de mousse et de vieille neige, sous cette voûte, les plus petites créatures règnent. Un écureuil est le premier à se réveiller. Un écureuil de Ezo, Sciurus vulgaire orientis, émerge du creux de son arbre, sa queue traînant derrière lui comme un drapeau de brume grise. Il a dormi par à-coups tout l'hiver, se réveillant entre les orages pour grignoter ses graines. Maintenant, à l'aube de mars, il émerge dans la faible lumière du soleil. Son monde est vertical, maillot de bain, branches, seaux. Il saute sans effort par-dessus la croûte glissante d'eau de fonte, des griffes agrippant du bois brut, 10 mètres, 15. Chaque saut est mesuré, instinctif, ne rate jamais. Ci-dessous, un écureuil observe, mineur, rayé, rapide comme une étincelle, le tamia des eaux, Tamias sibiricus lineatus. Son terrier se trouve sous les racines d'un chêne abattu, un réseau de galeries rempli de glands, de faines et de graines. Depuis des mois, il vit à moitié endormi, ne se réveillant que pour puiser dans ses réserves. C'est désormais la faim qui le pousse à la surface. La forêt sent encore le givre et les feuilles pourries. Mais le printemps approche. L'écureuil trotte dans les sous-bois, les joues gonflées par les graines volées. Là-haut, l'écureuil jase bruyamment. La première dispute de l'année, mais des yeux les suivent depuis l'ombre. Le sabre d'Ezo, Mardi Zibelline Bratura, glisse entre les racines comme un manteau liquide. Sa fourrure luit d'un or sombre, épaisse contre le froid. Autrefois prisé au-delà de toute mesure, il se déplace désormais invisible, tel un fantôme dans la faible lumière de la forêt. Il s'arrête, le museau crispé, tous ses sens en alerte. L'odeur du tamia persiste, fraîche, proche. D'un bond silencieux, il disparaît parmi les fougères. Quelques instants plus tard, la forêt redevient silencieuse. Un léger cri perçant rompt le silence puis s'estompe. La martre réapparaît, silhouette inerte suspendue à ses mâchoires. Le prédateur se retire pour se nourrir sous un tronc enneigé, à l'abri des corbeaux qui patrouillent à la cime des arbres. Au lever du soleil, la forêt se réchauffe. L'eau de fonte coule des branches, accumulée de l'eau dans les espaces entre les racines. Sous l'une de ces plaques de mousse, on peut voir du mouvement, un brassage lent, presque imperceptible. Une salamandre se réveille. Salamandre d'Hokkaido, Inobius retardatus, est resté gelé pendant des mois, son corps enveloppé de glace et son sang imbibé d'antigel naturel. Maintenant, à une température légèrement supérieure à 0 degré, elle dégèle. Son pouls revient. Elle peut à nouveau bouger. Il glisse dans l'eau, lent mais vivant. Sa peau brille, sombre et humide. Ces petits amphibiens se nourrissent rapidement de larves d'insectes et de minuscules crustacés, gagnant ainsi des forces avant la reproduction. Dans les eaux peu profondes, les couples s'entrelacent et la femelle pond un chapelet d'œufs gélatineux parmi les pierres. Chacun d'entre eux éclosera en une larve translucide, exaspérée, fragile, destinée à se métamorphoser avant les prochaines gelées.
Au bord du même étang, une grenouille s'accroche à un roseau, la rainette des eaux, Dryophyte japonica. Petite et verte, patiente. Elle a aussi survécu, enterrée dans le sol pendant les mois les plus froids, le corps presque gelé. Maintenant, elle chante, un trille aigu et doux qui résonne dans toute la clairière. Bientôt l'air en est rempli, des dizaines de voix s'unissent. Alors que les insectes émergent, un autre monde s'éveille. Les nymphes de libellules émergent de la boue, leur corps d'un bronze étincelant. Leur transformation commence, leur peau se fissure, leurs ailes se déploient au soleil. En quelques heures, elles prennent leur envol. Les yeux de chaque personne contiennent 30 000 lentilles. Chaque volet peut atteindre 30 fois par seconde. Ils se lèvent, flottés. Dard, votre patrouille commence. Au milieu du printemps, la forêt s'anime. Les écureuils des eaux se poursuivent entre les branches bourgeonnantes. Les tamias émettent des cris aigus et rapides depuis les troncs abattus. Les ibelines disparaissent pendant de longues périodes, chassant nids d'oiseaux et campagnols dans la verdure toujours plus profonde. La neige recule vers le nord. Dans les clairières, les touffes d'herbes scintillent, parsemées de fleurs, renoncules alpines, gentianes et violettes blanches. Parmi elles, le lièvre d'Hokkaido, Lepus timidus ainu, autrefois blanc comme neige, est désormais brun. Sa fourrure change progressivement de couleur avec l'allongement des jours. Une ombre passe au-dessus de nos têtes. Un autour vole bas, ailes déployées et silencieux. Le lièvre se fige, les muscles tendus. Leurs regards se croisent, puis se perdent. Le lièvre a disparu dans son propre élan. Un instant plus tard, il reprend son mouvement, sautillant dans l'herbe, parcourant 10 mètres d'un seul trait. Pendant l'été, la forêt bourdonne. Les coléoptères creusent des trous dans l'écorce. Les papillons de nuit sortent de leurs cocons. L'air s'épaissit de pollen. Éso l'écureuil élève sa portée. 3 petits, les yeux encore clos, cachés dans un creux à 15 mètres du sol. Elle les nourrit tout au long du mois de juillet, les allaitant, les soignant et les toilettant. Le mâle rôde autour des branches voisines. En août, les chiots émergent, maladroits mais audacieux, avec leur fourrure lisse et gris argenté. Tout le monde ne survit pas. Un sabre en trouve un, tombé et pleurant sous une racine. Quand il pleut fort. Les orages d'été arrivent de la mer du Japon et le tonnerre résonne dans les vallées. L'eau ruisselle sur les troncs d'arbres, inondant terriers et troncs creux. Les tamias se réfugient sur les hauteurs, emportant graines et noix vers de nouvelles cachettes. Les grenouilles profitent de l'inondation, se propager dans les mares fraîches pour se reproduire à nouveau. Les salamandres creusent profondément, attendent en silence les torrents. Puis, soudain, le calme revient. Les tempêtes passent, les jours raccourcissent. Le premier souffle frais de l'automne murmure à travers la canopée. Les écureuils des eaux travaillent sans relâche, cueillant des cônes sur les sapins et les pins. Chacun en stocke des centaines, les enterrant dans des endroits précis et mémorables. Il pourrait ne jamais les retrouver tous. Mais les oubliés germeront. Les tamias se gavent aussi, se bourrant les joues de graines jusqu'à pouvoir à peine fermer la bouche. Leur corps s'arrondit et leurs mouvements ralentissent. Les soirs calmes, la forêt sent la terre humide et la décomposition. Les champignons poussent la nuit, les insectes se nourrissent, les oiseaux picorent, même les martres des pins rongent les fruits tombés. Parmi les arbres, le lièvre d'Hokkaido revêt à nouveau son pelage d'hiver. Avec la baisse des températures, sa fourrure pâlit. Du brun, elle devient grise, puis blanche. Mais la neige arrive tard cette année. Pendant des jours, le lièvre se détache sur le sol sombre de la forêt. Il reste accroupi plus longtemps, courait plus loin. Il s'évade plus par instinct que par dissimulation. Quand la neige arrive enfin, elle fond à nouveau, disparaissant complètement comme avant. Les nuits s'allongent. Les températures chutent à moins 15 degrés. Les étangs gèlent, leur surface vitreuse et immobile. En dessous, les salamandres dorment, immobiles. Les grenouilles s'enfouissent plus profondément, leur sang se cristallise et la vie est suspendue. Les libellules sont parties, leurs œufs scellés dans la glace jusqu'au printemps. Les écureuils se retirent dans leurs terriers, blottis les uns contre les autres. Leur sommeil est léger et ils se réveillent par temps clair pour grignoter leurs réserves. Les tamias disparaissent complètement, enfermés dans des terriers tapissés de feuilles. La martre des pins, toujours active, rôde dans la forêt silencieuse. Et puis, un matin, la lumière change.
Le soleil revient, pâle mais fort. La neige brille. L'eau de fonte coule à nouveau des branches. La forêt s'agite. Sous la mousse, la première salamandre s'agite. Dans une bûche creuse, un écureuil ouvre les yeux. Sous la neige, le lièvre commence à s'agiter. De l'autre côté de la clairière, l'empreinte d'une martre des pins rejoint la leur, fraîche sur l'écorce dégelée. La vie sous la canopée recommence. Voici Hokkaido, la frontière sauvage du Japon. Ici, la vie tourne en rond.